Si tu n'as pas cette mentalité-là, tu te suicides. C'est un vrai phénomène. Il y a des sportifs, il y a un documentaire sur France Télévisions, on va chercher les sportifs qui sont persécutés, à qui on souhaite la mort. En mode, tu as perdu une compétition de natation, le gars dit, je souhaite que tu meurs demain, tu es nul. Bah, si tu n'es pas prêt, si je ne veux plus de ça, bah, j'ai juste à débrancher ma prise et je tourne le dos. On est bon? Parfait. Fernand, comment vas-tu? Je vais bien. Et vous-même, Bouscapé, comment allez-vous? Nous, on va très très bien. On est très content que tu aies accepté notre invitation pour le format La Vraie Interview. Format dans lequel on revient sur toute la carte d'un invité, que ce soit entre les échecs et les réussites. Et je pense que les adeptes de ce format vont être contents de t'avoir parce que ton nom et la polémique vont de pair, donc ça va être cool pour eux de t'avoir, d'avoir ton avis, en tout cas ton mot sur certains sujets. Avant qu'on aborde les sujets chauds, même tes enjeux actuels, nous, notre but, c'est de revenir aussi aux sources, au début de ton histoire. Et elle commence au Cameroun, dans le petit village de Lekié. J'espère que je le prononce bien. Je suis né au Cameroun et puis j'y ai grandi et dans une ambiance plutôt une famille saine, avec beaucoup d'amour de mes parents et dans une fratrie, une grande fratrie, 8, 2 sœurs, 6 frères, des parents très portés sur les études, très carrés. Le même professeur. Voilà, mon papa, professeur d'université, ma maman institutrice, donc un peu académique, on va dire. Où le sport n'avait pas sa place comme métier, le sport était juste un loisir. Et puis un peu plus jeune, des raquettes sur moi. Mes parents décident de me faire des sports de combat, judo, taekwondo. Grosso modo, c'est dans cette ambiance-là que j'ai grandi. Avant de revenir sur l'aspect sportif, je veux revenir sur l'enfant que tu étais. Tu as évoqué une ambiance saine dans ta famille et après la mention de raquettes, moi je me suis documenté un peu avant cette interview. J'ai vu que toi-même, tu étais aussi beaucoup dans les histoires de règlement de compte plus jeunes ou en tout cas de représentants de quartier. Oui, en gros, rapidement, je grandis. Je m'émancipe en tout cas physiquement rapidement. Et donc très tôt à la préadolescence, à l'adolescence, je vois mon corps changer complètement. Le sport me fait des métamorphoses complètement. Et donc du coup, je prends goût au fait de pouvoir aider, de pouvoir régler les comptes, de pouvoir me venger de ce que j'avais subi ou en tout cas défendre des personnes qui étaient victimes de brimades. Mais sauf que ça devient récurrent et si tu t'amuses à faire le Superman, bah, tu auras du boulot. C'est que si tu es un super-héros, ne t'inquiète pas, il y aura des cas, tout le temps tu vas appeler. J'ai tel souci, j'ai un problème, il y a tel qui m'a fait ça. Bon, du coup, tu montes au créneau, sauf que quand tu montes au créneau, il y a comme dans ceux qui sont habitués des Marvel, il y a une force d'opposition qui s'élève quelque part et qui dit, mais non, lui il se prend pour qui, quoi. Enfin, il nous empêche de vivre tranquillement et tout. Et donc, du coup, ça crée pas mal de bagarres, si tu veux. Et du coup, je découvre que j'ai des skills en bagarre et je commence à... Et je le fais très souvent. Ça devient vraiment une habitude. Que par semaine, j'en fais beaucoup, pas mal. Et donc, j'ai toujours la même phrase de mon père, de mon feu père qui revient en mode « Tu n'es pas le gendarme du monde, tu ne peux pas régler tous les problèmes, tu n'es pas... » Mais c'est dans cette ambiance-là que tu te retrouves dans un cercle compliqué quand même. On va switcher sur ton attrait pour le sport. Je trouve ça grave intéressant parce que tu as dit « J'ai été noyé au milieu des sports au Cameroun ». Et j'étais grave surpris par cette phrase. Parce que peut-être j'ai une vision stéréotypée en tout cas de ce qui peut passer en Afrique, mais pour moi, on est omnibulé par un seul sport directement, c'est le football. Et c'est assez évident parce qu'il y a des exemples concrets, tu vois, c'était plus évident à l'époque qu'aujourd'hui, où tu peux avoir des exemples comme Francine Ganou en sport de combat, comme Joel Embiid, je sais pas, au basket, ou d'autres exemples ailleurs. Et toi, tu disais que
au-delà d'être forcément dans ce truc de je vais faire du foot, je vais être footballeur comme Roger Mila ou plus tard Samuel Eto'o, toi, tu as été noyé au milieu de plusieurs autres sports à l'époque. C'est ça. Le lycée où j'ai grandi, pour moi, c'est le plus grand lycée dans la ville, la capitale du Cameroun, à Yaoundé en tout cas, le lycée Général Leclerc. C'était un lycée qui était collé directement à l'INJS. L'INJS, c'est comme l'INSEP, c'est comme l'Institut national de la jeunesse et du sport. C'est là où se forment et où s'entraînent les équipes nationales de quasiment tous les sports. Donc forcément, le sport dans ces lycées-là avait une prédominance. Parce que tout de suite, tu étais en contact avec des modèles. Le gars qui était champion du Cameroun de 100 mètres était au lycée avec moi. Le gars qui était champion de basket ou il était au lycée avec moi. Le meilleur lutteur était au lycée avec moi. Le meilleur judoka était Serge Abolo. C'était l'un des grands judokas à mon époque. Il était au lycée Leclerc avec moi. Avon Anthony, un grand frère qui était un expert en lutte, qui a lutté pour l'US Métro et qui était un exemple, un modèle, qui allait faire des compétitions à l'international, revenait, était au lycée avec moi. Enfin, il y avait tous ces modèles-là, donc du coup, forcément, tu baignais complètement dans le sport et tu essayais tout. On a tout essayé, on a fait à peu près tout. Tu vas comprendre pourquoi je te demande ça, mais pourquoi le rugby? Pourquoi le rugby? Parce qu'un de mes professeurs de lutte jouait au rugby. Et donc, il commence comme ça. C'est la période où il y a une espèce d'évangélisation du rugby au Cameroun. Moi qui n'aimais pas la course, je suis pas un coureur à la base, je me plais beaucoup à jouer au rugby parce qu'il y a ce qu'on appelle le rugby, le droit à la charge. Tu as une balle, dès que tu es en possession de la balle, il y a 15 personnes qui ont le droit de te mettre des plaquages de rugby. Donc, ils te montent dessus et ça te fait résoudre des problèmes. Tu as des décisions à prendre rapidement en une fraction de seconde. Est-ce que je garde la balle pour aller faire une percussion? Est-ce que je fais une feinte et puis je la passe la balle? Est-ce que je botte en touche ou est-ce que je frappe la balle pour faire une passe à quelqu'un devant? Il y a ces multiples choix qui sont super ludiques. Et on sait que les sports sont amusants et intéressants, plus on passe du continuum de sport instable, de sport stable à sport instable. En gros, j'adore la théophilie, je n'ai rien contre la théophilie, mais quand tu es sur place et que tu lèves une charge, la charge elle n'est pas variable, tu le sais, c'est 100 kilos que tu lèves. Et quand tu es dans une salle, en train de faire ton haltérophilie, il n'y a pas de vent favorable. C'est pas genre le vent a levé la charge, il n'y a pas de variable. Tu le sais ce qui va se passer. Ça, c'est ce qu'on appelle un son stable. Et puis, dans le continuum, en continuant vers l'extrême, tu vas avoir, par exemple, le canoë-kayak en eau vive. Tu ne contrôles rien. C'est des éléments de la nature. L'autre t'amène à gauche, à droite, et tu t'adaptes. Il n'y a pas deux fois la même situation en canoë-kayak. Et c'est l'un des sports les plus ludiques au monde. C'est comme ça, en fait, que je me dirige et je m'attache au rugby, qui est un sport très instable. Déjà, la forme de la balle. La balle, elle est ovale, tu ne sais même pas où va aller le rebond. Elle tombe. Au football, tu as un rebond, tu sais où va la balle. Le rugby, tu vas attendre jusqu'à la balle repart pour savoir si elle va à gauche ou à droite, ou devant ou derrière. Tu ne sais pas du tout. Ensuite, tous ces multiples choix m'intéressent. Et c'est là où je fais le parallèle aussi avec le MMA, qui est ce sport hybride où il y a beaucoup d'instabilité finalement. Et plus c'est instable, plus c'est ludique. Les gens voient le côté dur du rugby, mais ils ne se rendent pas compte qu'on se prend des barres, tellement des fois c'est amusant, les feintes. Des fois tu mets une feinte à un mec, il est assis, il écarte les jambes, il est juste... Même les basketteurs le connaissent. Il y a ces basketteurs qui sont capables de te faire reculer sur 8 mètres et tomber, de te faire une feinte et tu te casses une cheville. C'est ça qui est intéressant dans ces sports où on peut rajouter des incertitudes. Finds Ntamak, Vakatawa is going to take them on and he's going to line it up for Fickou. Fickou! On parle de ça comme si c'était juste une découverte pour toi, alors qu'en vrai c'était une vraie voie et c'est via ça en plus que tu arrives à l'INSEP et que tu joues en Pro D2.
Oui, alors c'est pas non, je n'arrive pas à l'INSEP par le biais du rugby, j'arrive à l'INSEP par le biais déjà de la fédération de lutte et puis de la formation. Mais j'ai joué à Courbevoie, j'ai joué à beaucoup plus en 92, j'ai joué à Saint-Ouen-le-Monde, j'ai joué à Clichy, la Garenne, où a joué Serge Bétienne à l'époque. Oui, j'ai joué dans des petits clubs dans la région Île-de-France, mais le plus important de ma carrière de rugby, ce que je retiens, moi, qui m'a fait vraiment kiffer, c'était la constitution de la structuration du rugby au Cameroun. Mais il y a un grand tournant un peu malheureux dans ta carrière. Je pense que tu vois de ce dont je veux parler. La blessure. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, alors je ne saurais pas dire exactement quelle part de quel sport m'aurait blessé, mais j'ai fait 2 sports qui étaient des facteurs aggravants pour la blessure que j'ai eue. J'ai eu une hernie discale au niveau des cervicales. C4, C5, je crois. Et en gros, une hernie, c'est simplement un disque qui est entre 2 vertèbres qui va sortir parce qu'il y a une compression et qui va glisser puisque le disque est quasiment incompressible. Donc il glisse et il va coincer la moelle épinière. Et donc ça apporte de la déficience physique. Enfin, puisque le nerf est coincé, si le nerf est coincé, les activations neuronales qui vont vers les bras pour activer les muscles du bras, de l'avant-bras, de l'épaule, de tout ce que tu veux, meurent, ne fonctionnent pas, n'activent pas. Et donc, du coup, on a une atrophie du muscle et ça s'est réduit. Et c'était à bascule. Donc, en fonction de comment j'avais dormi ou comment j'avais pris une percussion au rugby ou comment j'avais résisté à un contrôle de bras-tête, par exemple, en lutte, ça allait basculer d'un côté à l'autre et aller coincer la moelle épinière. Et ça, je ne le savais pas. Je savais juste qu'il y a des moments où j'étais bien et je voulais soulever une bouteille d'eau. Je ne pouvais pas parce que ça ne fonctionnait pas. Et donc, je vais consulter et je trouve cette dame, la rhumatologue de l'INSEP, Madame Thiessi, merci encore, qui m'annonce rapidement tu ne peux pas continuer à faire le rugby, tu ne peux pas faire de la lutte, c'est fini. Si tu continues, tu vas finir sur une chaise roulante. Il y a un disque qui est en train de te sectionner la moelle épinière et ça peut finir tétraplégique ou même pire. Et donc, j'accuse le coup, mais très rapidement, je lui explique que je ne peux pas arrêter, c'est sûr. Il faut trouver une solution, il faut qu'on trouve une solution. Et elle me dit, mais non, c'est pas archi intéressant. Tu ne vis pas à 100% du sport, tu as un métier à côté. J'étais électrotechnicien, donc câblage des ascenseurs, programmation des ascenseurs. Et donc, du coup, elle me dit, il faut juste arrêter ce que tu fais et avec un peu de chance, la hernie va se résorber progressivement. Il y aura moins de contraintes, de conflits, en tout cas, du disque sur ta moelle épinière et donc, du coup, ça va se relâcher. Mais non, je ne peux pas. Et elle va faire un truc qui m'a littéralement sauvé la vie. Elle va me trouver un rendez-vous en urgence. 6 mois. Mais c'est urgence. C'était le professeur Gérard Saillant, un grand médecin à la Salpêtrière qui opérait des grands noms comme Zidane, comme Ronaldo et tout ça, mais son temps archi-bouqué. Donc elle va trouver un rendez-vous avec lui et donc je me fais opérer après beaucoup de... Enfin, je vais faire des raccourcis, mais en tout cas, quand j'arrive au service, il me dit pareil, c'est trop compliqué, il faut laisser tomber. On va devoir opérer, gratter sur la moelle épinière autour. Puis on va faire la technique de la cage. Je dis qu'on va nettoyer, on va supprimer un étage des vertèbres, on va coincer les 2 vertèbres, on va les bloquer. Enfin, c'est trop long, ça ne vaut pas le coup. Mais c'est une opération très risquée en fait. Ouais. Voilà, très risqué, effectivement. Si le bistouri se déplace d'un micron, on peut rester sur l'eau. Et donc, ça va bien se passer. Je me rappelle bien de l'interne à l'époque, c'était le professeur Lasnek, qui est maintenant devenu celui qui est le responsable de ce centre.
Et le professeur Lasnik arrive la veille de l'opération quand je suis hospitalisé, il me dit je sais que c'est traumatisé, ça peut faire plus flipper, mais s'il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est lui, il est bon. Ça se passe plutôt bien et il y a une très longue convalescence. Tu fais une opération très risquée. Beaucoup de médecins pronostiquent comme potentiellement inapte à faire du sport à l'avenir. Tu as tout ce temps de convalescence et après tout ce risque, le sport vers lequel tu t'orientes, c'est le grappling. C'est ça, parce que le grappling, en fait, moi je viens de la lutte. La lutte est une forme de, le grappling est une forme de lutte, mais une forme de lutte contrôlée. La lutte, ce sont des projections. Je te mets le dos au sol comme en judo, d'un coup et c'est tombé, fin du combat. Je te coince au sol et je vais jouer sur les cervicales, tirer sur ta tête, pousser la tête, c'est beaucoup de contraintes. Et tu ne peux pas contrôler. On tape, on n'abandonne pas en lutte, tu ne fais pas ça et puis le gars s'arrête. Moi j'entends parler d'un sport où tu peux taper et le gars te lâche la prise. Et donc je me dis, c'est peut-être ça la solution pour aller vers quelque chose de progressif, vers le principe de progressivité pour reprendre goût au sport. Donc je démarre avec ce sport où on peut démarrer du dos en plus. Ça veut dire que je peux supprimer l'appréhension de la projection. La lutte, je pourrais tomber mal. Mais là, je peux même ne pas tomber si je veux. Mais je découvre un sport, pour moi, c'était de la magie. Comment un sport peut avoir un tel pouvoir de doter la vie comme ça, c'est énervé. Le mec, il est tout queuse, et que je sois sur lui ou qu'il soit sur moi, j'abandonne. Parce que si je n'abandonne pas, il va me couper les voies respiratoires, il va me disloquer une épaule, c'est cette connaissance, c'est de la biomécanique qui me fascine. À ce moment-là, on dit grappling, il n'y a pas encore le concept des MMA, si je ne dis pas de bêtises. Le MMA existe déjà en parallèle. Mon professeur de grappling, Mathieu Nicourt, était champion de l'IFC. IFC, c'était une compétition de MMA, l'une des meilleures en Amérique du Nord. C'était au Canada qu'il a été champion. Il a combattu un peu partout dans le monde, Mathieu Nicourt à l'époque. Et donc, moi, je vais m'inscrire là-bas pour faire du grappling. Mais sauf que dans son école, il y a du grappling, il y a du MMA, il y a de la boxe. Et j'ai choisi de faire du grappling. Et puis, de fil en aiguille, je vais découvrir, déjà je vais repartir à la lutte, refaire des compétitions de lutte en Ile-de-France, parce que je sens que mes cervicales, ça tient mieux, je tiens. Donc tu es quand même reparti vers de la lutte. C'est ça. Un peu, voilà. Et ensuite, je veux faire des compétitions de grappling, beaucoup de compétitions de grappling. Les années 2008, 2009, je suis un très bon grappleur. À la suite de ça, je commence le MMA amateur, une vingtaine de combats, et puis je vais faire aussi du MMA professionnel, une vingtaine de combats. J'ai eu la chance de combattre Abu Dhabi, Allemagne, Angleterre, Hollande, la Russie, voilà. On ne pouvait pas combattre en France à l'époque, ça s'appelait Pancras ici. On faisait des combats ici qui étaient des combats sans frappe au sol, mais pour faire du MMA, il fallait aller à l'étranger. Donc, ouais. Cette carrière-là qui a duré 4 ans, c'est ça? C'est ça, cette petite carrière-là, elle était très courte comme carrière et rapidement, je laisse tomber. Si je ne peux pas aller dans la mine chercher l'or, autant fabriquer des pelles pour vendre à ceux qui vont chercher l'or. Et c'était évident pour toi de devenir coach? Toutes les choses que tu as énoncées là juste avant, ouais. Le fight IQ, tout ça, pour toi, c'était quelque chose que tu pouvais être à même d'inculquer en dehors de l'octogone? C'était pas évident pour moi de devenir coach. Moi, je deviens coach par... Comment dire? Je n'ai jamais voulu être coach. Je pensais que je ne voulais pas être coach. C'était pas mon truc, quoi. Je me disais, trop de responsabilités. J'ai pas envie de prendre soin des gens. J'ai une interview comme ça, comme celle que j'ai là. J'étais combattant et j'ai une interview par Vincent Trébaol, qui va devenir par la suite mon cofondateur de CrossFight.
Et il me fait l'interview, c'est un officier de police, mais qui avait un blog et qui faisait des interviews. Et à la fin, et il me demande à la fin de l'interview en off, est-ce que ça ne te dit pas d'ouvrir une salle de sport? Une autre salle de sport. Je dis, oh, non, c'est trop de boulot, non. Et il s'en va, moi je m'en vais, et le lendemain je l'appelle. Pourquoi tu m'as posé la question? Il me dit, bah, parce que moi ça me chauffe de ouf. J'ai envie de partir de la fonction publique, j'ai envie d'ouvrir une salle de sport, j'ai envie de faire un truc privé. Je lui dis, let's go. Et 3 mois après, sur le boulevard Poniatowski, dans le 12e arrondissement, le CrossFight est né. C'est ça le problème. C'est que moi, je dis, je veux pas ou je n'aime pas faire un truc. Ça veut dire, je ne veux pas le faire parce que si je le fais, je vais aller à fond. Je ne sais pas faire les trucs à moitié. Si tu me donnes un rôle, je vais gêner les gens. Je vais bousculer les gens. Je vais aller à fond. C'est vraiment, j'applique à fond le poème de Martin Luther King. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, alors balayez les rues comme Shakespeare écrivait ses poésies, comme Beethoven composait sa musique et comme Michelangelo peignait ses tableaux. Et donc, du coup, je me retrouve coach au CrossFight et je veux tout bien. Je veux qu'on ait une salle privée, donc on ne va pas prendre une salle municipale, on ne va pas prendre des créneaux, on prend une salle privée, l'une des premières salles privées, je pense la première salle privée de MMA en France, où je pouvais ouvrir la salle à 4 h du matin, à 2 h quand je voulais, et donc du coup, les élèves avaient accès pour pouvoir s'adapter au jet lag, préparer le décalage horaire et tout, et ça change la donne. J'ai vécu aux États-Unis et donc j'arrive avec mes idées en me disant je fais un modèle à l'américaine, une salle comme ça, machin. Mais la TVA monstrueuse, ça nous a buté, c'était très très dur, le modèle sportif sur la France, parce que la France est adaptée sur un modèle sportif plutôt associatif. Et donc, voilà comment je me retrouve dans cette salle à bosser, à m'arracher. Quand je me rends compte que ça ne va pas, que je ne m'en sors pas, je coupe tous mes autres métiers. Je démissionne de tout. Et à partir de là, c'est un engrenage. Parce que tu veux tout faire bien et tu veux que faire bien. Et donc, toutes les compétitions qui se créent à l'époque, comme la Supreme League, par H Production, qui était une compétition qui faisait, qui poussait, qui amenait tous les clubs français des MMA à s'affronter, bah, on gagne la Supreme League en battant tous nos adversaires 6-0. Vraiment, c'était le club. C'était le club qui venait, qui était nouveau, qui était tout récent. Et on déchirait, on montait. Voilà. Là, tu as parlé du CrossFight, qui deviendra plus tard MMA Factory, de tes premiers faits d'armes en tant qu'entraîneur. Si je combine les deux, je pense directement à Francis Ngannou. Comment tu rencontres Francis Ngannou, dans quel contexte, et qu'est-ce qui fait qu'on a après cette histoire et cette relation entre coach et combattant? Je le rencontre comme la plupart du temps je rencontre mes athlètes. Ils viennent à moi. Francis arrive. J'ai Vincent Trébaol, le fameux, le monsieur qui me faisait l'interview, qui est devenu mon collaborateur, qui m'appelle et qui me dit, écoute, il y a un mec à la salle qui veut s'entraîner, il demande à s'entraîner, mais il n'a pas les sous. Et je lui ai dit qu'on a à la salle ce qu'on appelle on a une liste qu'on appelle la fiche 0. La fiche 0, c'est une liste où j'inscris les personnes qui sont en situation précaire. Et ils payent 0 €, on leur fait une fiche et ils ont accès à toute la salle. Et je lui ai dit de venir, donc il me dit, je lui ai dit de venir demain pour te rencontrer, parce que tu seras là, et voilà. Mais je pense qu'il pourrait être intéressé. Il a un gabarit quand même. Lui, il est un peu surpris, parce qu'il s'attendait à avoir un Espagnol, un Cubain, un Portoricain, parce qu'on lui dit Monsieur Lopez. Moi, je ne suis pas surpris de ses premiers mots, je sais d'où il vient. Je sais, dès les premiers mots, il a un accent à couteau comme moi, je répète tout de suite, je sais de quelle ethnie, de quelle région en 2 secondes.
Et donc, il me raconte un peu sa live. Et j'écoute religieusement. Et puis, je lui dis, pas de souci, désolé pour toutes ces galères. Bienvenue à la maison, il n'y a pas de souci, c'est la maison du peuple ici, il n'y a pas de souci. Et tiens, si tu veux te doucher, tu peux te doucher là. Si tu veux dormir, tu peux dormir là en attendant. Si tu as besoin de fringues, je lui donne deux sacs. Je fais un plan de 2 sacs avec du matériel de sport, du matériel, machin. Puis je lui fais cadeau, je lui dis voilà, au moins tu as de quoi t'entraîner, tu peux vivre. Et puis pour la bouffe, on va voir progressivement comment on va s'en sortir, puisque il me dit qu'il est SDF. Il a pour rêve de faire de la boxe, il va absolument faire de la boxe. Et la boxe, c'est très technique, c'est très long, les processus sont longs. Déjà pour avoir la licence pro, c'est archi compliqué. Je vois la précarité sur laquelle il est, j'ai envie de lui trouver un ascenseur social. Et donc je lui dis, je pense que tu iras très très vite avec le MMA. Tu vas 10 fois plus vite si tu fais le MMA que tu fais le MMA. Dans 3 ans, tu es millionnaire, au calme. Alors que tu fais de la boxe, je ne suis pas sûr que tu puisses un jour t'en sortir. Moi, en parallèle, ma mission, c'est de te chercher ta licence de boxe. Donc, je négocie avec la Fédé, je travaille avec l'INSEP pour qu'on l'amène au pôle et qu'il puisse s'entraîner. La situation, elle est compliquée parce qu'il n'est pas en situation régulière, c'est un peu complexe. Mais ma carotte, c'est que je veux absolument qu'il aille jusqu'au bout avec le MMA. Et je me dis, dès qu'il va goûter, il va se rendre compte. Et effectivement, quand il goûte les premiers combats, il goûte l'argent aussi avec. Et ça résout pas mal de problèmes. Et là, il dit, bon, vas-y, si tu as d'autres combats, allons-y. Et donc, ça va s'accélérer dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu réalises vraiment que tu as affaire à un monstre, même si tu l'avais prédit d'avance? Est-ce qu'il y a un moment, un combat, où vraiment tu te rends compte que Francis, il est destiné à de grandes choses? Rapidement, je pense que c'était genre 2 semaines. Il y a une vidéo d'ailleurs, c'était Karaté Bushido qui filmait, Ron Vario, il filmait au hasard. Et je coach, et il me voit adossé sur le mur dans le 12e, et je regarde Francis qui est en train de tourner avec tonton Christian Pumbou, et je souris. Et il tourne la caméra vers moi et il m'interviewe, ça tu le trouves sur Internet. Et il fait, pourquoi vous souriez, M. Lopez? Je dis, lui, s'il continue comme ça, champion de l'UFC au calme. J'aime l'expertise. J'aime quand un mec est capable d'écouter une voiture qui passe et te dire, bah, ça c'est tel modèle, ça c'est Rover Sport, ça c'est en 2 secondes. Bah, c'est ce qu'on fait en MMA. Quand tu commences à avoir beaucoup de gens et que tu as vu beaucoup de gens tourner, monter, arriver, partir, tu es capable de dire ça va aller loin. Ou ça c'est mort, ça va pas aller. Juste au ronflement du moteur. Et toi, ta part dans tout ça, est-ce que, parce que là tu le présentes un peu comme un ovni qui était destiné à aller loin, est-ce que tu estimes que sans toi, il ne serait jamais arrivé à ce niveau-là? Ou est-ce que dans tous les cas, il était destiné à ça? Non, je pense qu'on n'a pas besoin de moi pour qu'il soit un champion. Je pense que je ne suis pas indispensable. J'aime croire qu'aucun coach n'est indispensable. Mais je crois sincèrement que les relations et les contacts déterminent les trajectoires. Aussi talentueux que soient ces jeunes gars qu'on croise, il y a des destins qui changent. Tout. Récemment, on a perdu un sparring très important, Wilfried, qui était venu faire le sparring avec Nassourdine Imavov. Pour moi, c'est l'un des meilleurs boxeurs que la France n'ait jamais eu. C'est un jeune qui a, je crois, 23 ans. Il laisse un enfant, une femme. Il s'est fait tirer dessus il y a à peine 6 semaines. Ce jeune-là, au moment où je le vois tourner avec Nassourdine en sparring, je sors de là et j'ai dit à son manager, je le veux s'il te plaît. Ce mec, j'ai en fait un champion du monde. J'ai jamais vu un mental comme ça. Je n'ai jamais vu une telle noirceur dans la violence.
il combattait avec Nassourdine comme si il y avait toute sa famille qui mettait sur chaque frappe. Et ces mecs-là, mauvais moment, mauvais endroit, mauvais choix, mauvaise rencontre, une bagarre en boîte où il est videur, le gars s'en va, il revient, il lui met 2 balles dans le buffet. C'est une affaire de destinée. Et que les choix aussi comptent, les rencontres comptent. Je pense que ma rencontre avec Francis Ngannou a été une chance pour moi d'avoir rencontré un jeune comme ça, mais une très grosse chance aussi pour Francis d'avoir rencontré un mec qui croyait en lui. Au moment où il perd son premier combat de MMA, il a une victoire, ensuite il a une défaite. Il a 2 victoires, ensuite il a une défaite contre Zoumana Cissé. Zoumana Cissé, un jeune d'Aubervilliers, il est à l'époque à 7-0, quand lui il a 2-1. Zoumana Cissé a 19 ans, quand lui il a déjà 28 ans. Lequel a plus de chances de finir riche à Las Vegas? Zoumana Cissé, il n'a pas de problème de régulation, il a son passeport français, il est prêt à voyager. Il est archi frais, il a le temps de se développer, il a battu Francis Ngannou, il a déjà un palmarès de 7 victoires, 0 défaite. Mais il n'y a pas quelqu'un qui croit à lui au point de toquer à la porte de Joe Silva et dire « Je veux vous présenter un prospect, c'est un tueur ». Voilà ce que je fais. Ce que je fais à l'époque, c'est que je vais contacter Joe Silva pour lui dire « J'ai un mec, c'est un météore ». Il me dit « Mais tu te fous de moi ». Le mec, il a 3 victoires, 1 défaite, 4 combats. Je signe des mecs qui ont 30 combats, tu me donnes un mec qui a 4 combats. Et je lui dis « S'il te plaît, fais-moi confiance. C'est un virtuose. Il va écrire une histoire. » J'ai encore un texto de Jérôme Le Banner que j'ai bien encadré, de comment je le rencontre. C'est toujours une histoire pareille. C'est « Bonjour, Monsieur Lopez, je suis Jérôme Le Banner. On m'a proposé un combat au Japon, des MMA, mais moi, je ne suis plus jeune. Je vous regarde faire, j'observe ce que vous faites. Si vous êtes d'accord de m'entraîner, je vais combattre au Japon. Sinon, je ne le fais pas. » Lui ne se rend pas compte de ce qu'il écrit. Parce que moi, gamin, quand j'avais une bonne note, je demandais à mon père de m'offrir le karaté Bushido parce que Jérôme Le Banner était en première page. Et quelques années plus tard, j'ai ce monsieur-là qui m'écrit pour me dire « Je souhaite que tu m'entraînes pour que je fasse quelque chose ». Donc, c'est très gratifiant. Bon, dans le cas de Francis, il ne savait pas au moment où il franchit la porte de ma salle, il ne sait pas en fait où il va. Lui, il veut juste faire du sport pour faire de la boxe, pour devenir un boxeur et devenir comme Tyson. Le chemin est plus long, mais il ne sait pas qu'il y a quelque chose, il y a une vision qu'on peut avoir dessus. Et c'est cette vision-là dont je suis fier. Et après toute la belle histoire qu'on connaît, comment ta relation avec Francis commence à se détériorer? Pour faire simple, comment est-ce que ma relation s'est détériorée? C'est une fin de projet. Pour faire simple, la vie, les rencontres dans la vie sont faites de projets. Quand un homme rencontre une femme, c'est un projet. Projet de couple, projet de mariage, projet de ce que tu veux. Quand ils se séparent et qu'ils divorcent, c'est fin de projet. On n'a plus rien à s'apporter mutuellement et progressivement. Quand tu entraînes un mec, comme aujourd'hui je suis avec Cyril, c'est des choses que je discute déjà avec lui. On voit déjà la fin de projet. À un moment donné, on sera à un moment où le sport MMA ne nous réunira plus. Et on aura d'autres choses. Si on a d'autres choses qui nous lient, tant mieux, on va continuer à se voir. Parce que nos familles sont devenues des familles, parce que mes filles vont en vacances avec ses filles et demandent à se voir, parce que ma femme va en vacances avec sa femme, se connaît, se voir, parce que d'autres choses. Peut-être qu'il va prendre une carrière de cinéma, il fait beaucoup de cinéma en ce moment, il fait du acting et tout. Moi, j'ai une boîte de production en cinéma, et donc du coup, je produis, je le suis dans ce mouvement-là et tout.
Peut-être qu'on va continuer à travailler dessus ensemble, mais en tout cas, on sait qu'il y a une fin de projet. Dans le cas de Francis Ngannou, c'est une fin de projet. Mais une fin de projet avec des désaccords de vision. Et malheureusement, ces désaccords de vision, vous les avez tous les jours dans vos familles, avec même votre frère, même votre soeur, même votre voisin. Mais comme ce n'est pas public et que vous n'êtes pas un homme public et que vous, du coup, il n'y a pas la lumière et le zoom sur ce problème-là. Nous, il y a la lumière dessus et le zoom parce que on est coincé à un moment donné et on est coincé par le fait qu'on a été content d'être homme public au bout d'un moment. Je suis bien content quand ma carrière démarre, qu'on parle de moi partout et qu'on dise que c'est un bon coach, c'est le meilleur, il fait ci, il a fait ça, c'est un bon manager, je suis content. Mais il y a le revers de la médaille. Le jour où je traverse le passage clouté alors que le bonhomme est rouge, il y a un zoom sur moi qui ramène, dit « Oh, t'as vu, attends, t'as fait quoi là ?» Parce que tu es devenu un homme public. Et sur quels aspects il y a eu des désaccords de vision, tu vois? Parce que j'ai des éléments, je sais qu'il y a eu un petit souci au moment de la cotisation à l'époque en France, de la salle. Il y a eu son déménagement. Après, je peux aussi parler notamment de la défaite pour la ceinture mondiale. Soit sur qu'est-ce que tu vises quand tu parles de désaccord de vision? Non, je ne sais pas si j'ai envie de parler de ça. Comment dire? Ce que tu apprends à dire, moi je suis authentique dans ma manière de parler. Si je décide de parler, je vais être authentique. Et l'authenticité ne marche pas toujours. Ça n'a pas de sens en fait pour certaines personnes. C'est pas, on se moque de ce que tu racontes en réalité. C'est que toi, tu es un journaliste et tu vas capter l'authenticité que tu veux. Mais demain, quand ton papier va sortir, le papier est disséqué par 10 autres journalistes, 20 autres mecs qui vont faire des highlights sur des phrases chocs, qui vont sortir du contexte et qui vont dire « Fernand Lopez a dit ceci ». Je ne veux pas me retrouver dans ça, parce que l'expérience te montre en fait que ça n'a pas de sens, ça ne résout aucun problème, ça n'aide à rien. Très sincèrement, ce que je veux qu'on retienne, c'est que j'ai eu une très belle aventure avec Francis Ngannou, avec des moments incroyablement bons, avec des moments de désaccord à la fin, une fin de projet, et aujourd'hui, beaucoup de bienveillance. Je lui souhaite du bonheur, je souhaite qu'il trouve son bonheur avec ses choix qu'il fait. Moi, j'ai trouvé la paix et le bonheur dans les choix que je fais. Et c'est tout ce que c'est sincère ce que je dis là, c'est pas du fait ou de la politique ou des fausses phrases. C'est sincère que je souhaite que ça n'a pas de sens de vouloir autre chose ou de penser autre chose ou de remuer, de dire ce que tu ne convaincras personne. Je peux dire ce que je veux là. Je ne vais convaincre personne qui ne veut pas être convaincu. Et si on écarte Francis de l'équation, au moment où il y a cette défaite pour le titre national, international, est-ce que toi tu te remets en question de ton côté? Parce que ça peut être une première remise en question de ta carrière d'entraîneur, parce que si on prend le postulat de base, c'est en te quittant que Francis est devenu un champion. UFC Heavyweight Champion of the World, Francis the Predator Ngannou. Ça m'amuse en fait comme phrase. C'est une phrase accroche pour la politique. Les politiciens font ça, c'est une phrase d'accroche. C'est quand Francis a quitté Lopez qu'il est devenu... Je trouve ça d'une stupidité hallucinante. Techniquement, c'est vrai, techniquement. C'est pour ça que je dis on peut faire de la sémantique et puis jouer avec ça. La réalité, c'est que ceux qui le font n'ont pas vraiment bossé. Francis fait 6 mois de préparation aux États-Unis, 2 semaines de préparation en France. Ça, les gens ne le savent pas. Dana White l'a dit après cette conférence. Pourquoi tu as été stupide de rentrer en France pour faire ta préparation alors que tu as fait toute ta préparation aux États-Unis?
j'apprécie beaucoup par loyauté. Il s'est dit, c'est mon camp d'entraînement. Je vais aller voir mon coach. Je ne suis pas sûr de ce que c'est Riquet me raconte. Il me connaît un peu. Il va me guider vers ce qu'il faut. Je pense que c'était ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, exactement moins de 2 semaines. Je me rappelle parce que dans le game plan que je lui ai mis, j'ai compté le nombre de séances. 10 séances d'entraînement pour gagner Stipe Miocic. J'ai fait exactement 10 séances d'entraînement. C'est marqué en noir et blanc dans le PDF que je lui donne, 2 pages. On n'aura pas le temps de faire des sparring durs. Vu qu'on a 10 séances d'entraînement, sur les 10 séances que tu feras au MMA Factory, on aura 6 séances technico-tactiques légères de stratégie, 4 séances où on va pousser la bouchon, où tu auras comme sparring Tonton et Nassourdine. Noir et blanc, je te le sors aujourd'hui si tu veux. Là, direct, et toujours mon téléphone, mon mail, tu l'as. 10 séances. Et c'est là où la frustration vient. C'est après que je vais apprendre que même si tu es frustré, ferme ta bouche. Quand tu gagnes, on dit tu as gagné, tu es fort. Quand tu perds, on ne dit pas que tu as perdu, tu es faible. On dit qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton staff? Qui est la brebis galeuse de ton staff? Et moi, je ne savais pas encore. Boum, ça me tombe dessus. Donc il y a le monde entier qui est en train de critiquer, mais des critiques des fois stupides, enfin sur des trucs où il y a même de l'ignorance totale. Je me rappelle qu'il y a des trucs qui étaient archi blessants. Tu te rappelles sur le combat de Francis, quand il combat contre Stipe, entre 2 rounds, il va s'asseoir et je lui mets des serviettes dessus. J'ai mes 2 coachs à qui j'ai dit, mettez-lui des serviettes dessus. Et donc on va dire, mais tiens, ce mec est fou. Ce mec, son athlète vient de combattre, il est essoufflé, il a en dette d'oxygène, et la salle est chaude, et il lui met des couvertures dessus, quoi. Enfin, le gars ne respire même pas. C'est le truc le plus aberrant que j'ai écouté de ma vie. Mais comme tu n'as pas la parole parce que la performance valide la méthode, tu ne peux rien dire. Pendant 7 ans, j'ai apporté une méthode révolutionnaire qui était juste magnifique. C'est que, à la suite des Jeux Olympiques de Beijing, j'ai vu des gens s'entraîner avec les gars qui font le marathon, porter sur des stations, mettre des gilets, ce qu'on appelle la cryo-veste. Ce sont des vestes en fait avec des poches de glace qui rafraîchissaient le corps. Et en gros, cette baisse de température va créer va aider la thermorégulation du corps. Au lieu que le corps aille puiser son énergie pour se refroidir, il y aura un refroidissement externe qui va donc donner un rendement d'énergie encore plus intéressant pour le marathonien. Je vais acheter 2 cryo-vestes. Ça coûtait cher à l'époque, 400 € une veste. Je le mets à mes boxeurs entre 2 rounds. Je vois que c'est relou en fait à mettre à défaire. Je me dis, mais je me prends la tête pour rien. Je prépare tout le temps dans ma salle de sport un seau d'eau glacée où je mets des serviettes. Je les sors à mort, je les mets dans un sac plastique, je les mets encore, je les garde là-dedans. Et donc pendant 2 heures, c'est froid. Et quand on arrive entre 2 rounds, on va couvrir le corps de Francis, les épaules, la tête, pour chuter la température et l'aider sur la thermorégulation. C'est un truc de génie. Genre, si je dépose ça, on dit, oh, le génie. Mais ça marche tout le temps, sur tous mes combats. J'ai fait quasiment, avant ce combat-là, près de 200 coachings avec ça, et ça passe au calme, tout le monde aime. Sur les compétitions, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font? On apprécie, on dit, non, c'est une serviette glace. On dit, oh putain, c'est une bonne idée. Mais parce que les gens ne connaissent pas et que la temporalité fait que c'est sur une défaite qu'il y a ESPN qui est sur nous en Zoom, tu vas avoir des critiques que tu n'as jamais eu de ta vie, quoi. Les mecs disent, mais putain, il sort de ce coach, il est archi nul. Comment il a pu s'imaginer qu'il faut... C'est pour ça que le gars est étouffé, il n'était pas bien, il ne respirait pas. Et il y a des... Ça, c'est une anecdote entre 10 000 autres. Et à ce moment-là, en tant que jeune coach qui vient d'avoir une défaite, tu as besoin de soutien. Tu te dis, ils sont où mes collègues en fait? Mais il est où mon athlète pour dire c'est quoi la réalité? Mais pourquoi personne ne parle? Pourquoi on m'assassine quoi? Sauf qu'on ne t'assassine pas que toi. C'est un capital financier. Moi, j'ai abandonné tous mes autres métiers.
je gagne très bien ma vie, j'ai tout laissé par passion. Ce que j'ai, c'est le MMA Factory. Quand on apporte la disgrâce sur le MMA Factory à ce point et qu'on nous relègue à un shitty hole, un truc qui ne sait pas de quoi il parle en sport, ça fait mal quand tu vois ce qu'on a fait. C'est-à-dire que là, le chemin qu'on a fait avec Francis, c'est le ramener de 0, l'amener au bout de 13 combats à la ceinture. Sans faute. Sans faute. Il va battre Hamilton par soumission. Il a 3 soumissions dans sa carrière. Personne n'en parle. Quand il combat contre Stipe, comme il perd au sol et la lutte, on dit qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ils ne savent même pas faire la lutte dans leur salle. Voilà ce qui se passe. C'est toute cette frustration-là qui vient gêner l'être humain. Et les gens ne comprennent pas que tu as envie de soutien en disant les gars, ce n'est pas totalement vrai. Je ne vais même pas aller dans les détails de ce qui s'est passé à l'intérieur du camp. Mais j'ai eu 10 jours pour un mec qui s'entraînait déjà aux États-Unis, que j'ai aidé à aller aux États-Unis. Ce n'est pas qu'il est parti, c'est qu'au moment où il y va, il me dit, le King, Freeboy, on s'appelait Freeboy. Freeboy, moi je kiffe les États-Unis, j'ai envie d'y être, j'ai envie d'y vivre et tout. Est-ce que tu ne veux pas venir avec moi? On va tout casser là-bas. Je lui dis non, je ne veux pas, mais je peux t'accompagner. Je passe des coups de fil à des amis, j'appelle Daniel Cormier, j'appelle pour le recevoir à Léké, mais lui il ne veut pas Léké, il veut Vegas parce qu'il veut être à côté du quartier général de l'UFC. Donc je fais le meilleur de moi pour l'aider. Il va s'installer. Il me dit, est-ce que tu peux venir un mois avant mon combat? Je lui dis, c'est trop, parce que j'ai une salle, je peux venir 10 jours avant ton fight. Il me dit, ok, moi je vais venir 2 semaines avant mon fight, on va s'entraîner un peu, on repart. Voilà ce qui se passe. Il perd contre Stipe. Il reste aux États-Unis. Il perd contre Derrick Lewis. Il est aux États-Unis. Il s'entraîne aux États-Unis. Quand vous, les journalistes, vous dites que le gars a réussi quand il est parti du MMA Factory et quand il était aux États-Unis, il a toujours réussi, vous faites mal à l'industrie du MMA français. Vous faites passer le MMA français pour un MMA qui ne sait pas former des gens. Les ennemis et les haters qui parlent de ça pensent qu'ils me font du mal à moi. Mais moi, je ne suis personne dans l'échiquier de la grande photo du MMA. Moi, je vais gicler bientôt, je vais dégager, je suis rien, ma vie, c'est rien. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils font mal au MMA français. Si tu encourages les gens à aller à l'étranger, ce qui se passe, c'est que même une montre cassée, donne-leur 2 fois par jour. Il y a un moment donné, une montre cassée, à 12 h pile, il sera 12 h pile, et on va dire, ouh, ça donne l'heure. Il est possible que la salle dans laquelle il a eu le titre mondial soit une montre cassée qui était à la bonne heure, au bon moment. Possible. De la même manière que vous êtes capable, et on est capable de dire que sans moi, il serait devenu champion. Sans moi, il a pu atteindre le niveau de ceinture dont ma présence n'est pas intéressante. C'est un génie. Mais de la même manière, l'extrême couture d'Eric Nixit est certainement dans une salle qui ne sert à rien puisqu'il a pu avoir la ceinture sans eux. Voilà ce qu'il faut capter. Il faut que les gens captent que ce qu'on sort comme parole, ce qu'on dit de l'autre à côté de nous, juste parce qu'on veut le défoncer pour le moment, aura des conséquences sur nous tôt ou tard. Parce qu'on va faire le classement des nations et notre nation sera toujours en bas parce qu'on n'aura pas un champion. Juste par rapport à Francis, toi tu penses quoi de sa trajectoire là, entre le départ de l'UFC et son arrivée au PFL? À partir du moment où il est heureux, c'est le plus important. Quand tu arrives à mon âge, quand tu arrives à mon expérience, tu comprends qu'on donne beaucoup d'importance à ces éléments extérieurs de « Oh, PFL c'est mieux que Bellator, oh, c'est mieux que… » Comme les Italiens disent, qui se ne frega? On s'en moque en fait. Ça ne change rien dans la vraie vie. La vraie vie, c'est… Est-ce que sa mère est contente de lui? Est-ce que lui, il est content de sa mère? Est-ce que sa chérie l'aime? Est-ce que ses enfants, machin, je ne sais pas s'il en a déjà. Est-ce que moi, ce qui me concerne, moi, c'est
Est-ce que ce soir, je vais retrouver ma chérie en santé à la maison avec les enfants? C'est tout. Et puisque ta vie est faite de belles rencontres, après Francis, tu rencontres Cyril Gane. Comment t'es amené à rencontrer le bon gamin? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et est-ce que tu as à le convaincre aussi de se lancer dans la MMA? C'est pareil, c'est une rencontre. C'est un ami commun qu'on a. Plutôt, lui, il a un ami. Lui, il a un ami et le père de son ami l'amène me rencontrer. Alexandre, et en gros, il me dit, j'ai mon petit qui a envie de s'entraîner avec toi, et donc il vient s'entraîner avec moi, simplement, et puis je découvre aussi un jeune qui est très talentueux, qui est brillant, qui est très simple, très beaucoup blagueur, avec lequel j'apprends beaucoup, et puis rapidement on devient trop liés. C'est mon petit rêve, c'est mon élève, c'est mon client en management. Et puis voilà, on s'est mis à bosser ensemble. Et puis rapidement, c'est pareil. Les pronostics sont allés encore plus vite avec lui parce qu'au bout de 2 combats ici à l'UFC, moi, au moment où je le signe en management, je lui dis cash comme ça, avant même qu'on se soit entraîné. Je le vois juste tourner un peu en boxe. Je le vois tourner dans ma salle avec les gars, il fait des sparring et je lui dis si tu me donnes 1 an, je te mets à l'UFC. Il me dit ah bon? 1 an? Je lui dis oui. Et je lui dis en 2 ans, tu seras champion. Les gens donnent la narration. Il a fait la ceinture 2 fois. Il a échoué. Non, il a fait la ceinture 3 fois, il a échoué. C'est faux. Il a fait la ceinture 3 fois. Il a gagné 1 fois. Certes, c'est une ceinture intérimaire, mais sur RMC, ils étaient contents de dire la France est championne du monde. On a eu en France un champion intérimaire à l'UFC. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait. Ce petit était un éboueur. Cyril était un éboueur, même pas un smicard, vraiment. Il a des histoires de sa vie ultra précaires, où il ne savait pas ce qu'il mange le lendemain. Ultra précaires. Il me donne souvent les noms de... Des fois, il me donne les noms de bouffe ou de gâteaux qu'il mangeait. On fait le concours. C'est qu'il m'explique les noms des gâteaux les moins chers possibles, qui peuvent te bourrer le bide. Et il me dit, quand j'étais fauché de ouf, que je passais mon BTS, voilà ce que j'allais prendre le Franprix. Celui qui est chez lui, qui est un journaliste, ou qui est un taximan, ou qui est un plombier, ou qui est un électricien, il gagne bien sa vie. Il a son salaire tous les mois. Lui, il voit Cyril comme un jeu. Et il se dit, bon, c'est un jeu, le mec, il joue, et je vois qu'il ne gagne pas la ceinture, il me casse les bonbons, quoi, il ne gagne pas la ceinture. Pour lui, c'est ça la réussite de Cyril. Mais Cyril, c'est pas ça, sa réussite. La réussite de Cyril, c'est qu'il débarque dans un nouveau sport où il ne connaissait rien. Oui, c'était un champion de Muay Thai. Donc son coach de Muay Thai aurait pu l'amener à l'UFC. Donc il aurait pu faire l'UFC. Non. Il ne connaissait rien du MMA. Il arrive, on lui donne des solutions, on lui donne une piste, on le manage. Il est aujourd'hui autosuffisant. Il prend soin de sa famille, de ses parents, de machin. Moi, si je suis sur mon lit de mort, je ne suis pas en mode triste. Hein. Je me dis, ça fait quand même beaucoup de personnes que j'ai, d'une manière, par ricochet, j'ai aidé. Tu vois ce que je veux dire? Je suis fier de Francis Ngannou qui ouvre une fondation, qui ouvre un centre, un complexe sportif au Cameroun. Je suis fier de lui dans le sens où c'est une bonne chose. Et je sais que quoi que tu fasses et quoi que tu dises, j'ai eu une très minime incidence dans cette ouverture de salle parce que j'ai montré une voie. Que quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Donc je suis en paix et je me dis je continue à le faire avec les plus jeunes. Pendant que j'entraîne Cyril aujourd'hui, j'entraîne d'autres jeunes qui seront le futur de demain. Quand il signait le contrat et qu'il venait d'arriver, il m'avait dit, si j'écoutais les gens,
Ce que je suis en train de faire là, c'est la plus grosse aberration que je fais. Les gens parlent trop mal. Je ne vous connais même pas, mais c'est grave ce qu'on dit. Je dis, mais pourquoi tu signes alors? Il dit, non, je sais sentir. Je sais sentir, je sais qui vous êtes. Je sens qu'il y a un truc. Bon, voilà, jusqu'ici, ça fait quasiment 5 ans. Pas une accroche, pas un souci, pas une fâcherie, pas un ressenti. Rien du tout. Et donc, je suis content pour ça. Je suis content pour lui. Je pense que c'est une bonne personne. Il m'a beaucoup apporté. Je pense qu'il m'a plus apporté que je lui ai apporté. Dans la vie de tous les jours. Son modèle de vie, sa manière de... Aujourd'hui, je peux parler aussi calmement, aussi posément, avec beaucoup plus de détachement, parce que c'est un petit frère qui m'a enseigné en me disant « Le King, tu prends ça trop au sérieux, il ne faut même pas calculer. » Sans forcément revenir sur les critiques post-combat qui ont eu lieu, selon toi, qu'est-ce qui avait péché chez Cyril, chez vous même, chez votre structure, lors des 2 combats, et notamment celui de John Jones qui est le plus récent? Il n'a plus d'énergie, Cyril. Il n'a plus d'énergie, Cyril. C'est un tournant dans ce combat. C'est un tournant, c'est un combat qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui a péché Et si rien n'avait péché, juste que Francis était plus fort et John Jones plus fort? Est-ce que dans un monde parallèle, on pourrait avoir une vie où on court le 100 mètres, rien n'a péché, et Usain Bolt court plus que moi? C'est possible? C'est possible. Mais toi, ton rôle de coach, je ne sais pas s'il y a un monde où ton rôle de coach te permet de te dire de t'arrêter à ce constat-là, et de ne pas trouver de solution. Ah non, je n'ai pas dit que je ne voulais pas trouver de solution, je n'ai pas dit que je n'allais pas trouver, mais je dis qu'il est possible que je pose mon élève à côté de Usain Bolt, il pique un 100 mètres, Usain gale, et je lui dis, franchement, on est arrivé court aujourd'hui, mais écoute, c'est comme ça, il a été plus fort. On va s'améliorer. Ce que je veux, c'est qu'on travaille ton départ. Ce que je veux, c'est qu'on travaille ton finish, que tu redresses son buste pour passer la ligne. Il n'y a pas de problème. Mais ce mode de lire les choses en négativité, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, me déborde. Est-ce qu'il y a un mode où tout peut fonctionner et un mec te bat? Mais sinon, on serait tous bons, on serait tous égaux. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait des gens un peu plus forts que nous. Tu te rends compte que le gars a 13 combats en MMA et il a perdu 2 combats, il en a gagné 11. Tu penses que le fait qu'il ait gagné 11 combats, c'est des dysfonctionnements chez les autres? Non, c'est simplement qu'il est bon. Et là, il a eu plus bon. Échec et mat. Ensuite, on rentre chez nous, on analyse des vidéos, on regarde, on voit ce qui n'a pas marché et on voit ce qu'on va améliorer. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on retravaille encore ce positionnement sur la clé de talon. Peut-être qu'on pourrait l'améliorer. On le faisait déjà bien, on le fait très bien, mais là, il y a peut-être eu ça comme erreur. On a vu Georges Saint-Pierre passer une clé de bras à l'UFC, il a galéré, c'est pas passé, il a gagné le combat, mais il est rentré dans l'UFC, tout de suite, il a dit à son coach, je veux voir ce qui n'a pas marché, fais-moi revoir ça, et on revoit. Bah, c'est ce qu'on fait, nous. On revisite ce qu'on aurait dû faire, comment on aurait dû faire. Mais il n'y a pas forcément un dysfonctionnement. Très sincèrement, au fond de moi, sur le combat de John Jones, il y a un dysfonctionnement que je ne maîtrise pas, qui est de l'ordre du psychique, du démarrage du combat. Il n'a pas eu le temps de s'exprimer. On n'a pas assez de matière pour dire s'il a déconné ou pas. De mon coaching et de ce que je vois, il s'organise pour faire ce qu'il faut. Il a mis le bras à air, il constate qu'il a fait une erreur. C'était pas dans le game. Le game, c'était de mettre, si on met un bras arrière, c'est parce qu'on le passe du bas vers le haut pour qu'il empêche Jones de rentrer. Mais on l'a passé au-dessus, Jones s'est passé en dessous, ok. Il s'est dit, bon, je suis là dans la merde. Le combat a commencé, mode survie. Mode survie, il a fait ce qu'il fallait. Le protocole, j'essaie de revenir vers Jones. Quand il veut prendre mon dos, je lui fais face, je rampe, je vais vers la cage, je me colle sur la cage, j'essaie de me remettre. Jones le ramène encore au sol. Il fait ce qu'il faut. Il se rassoit correctement contre la cage, il se protège le cou.
Et là, il se rappelle, écoute, mon coach m'a dit, il ne faut pas que j'attende non plus trop longtemps. Dès que je peux, je m'enlève. Il trouve la solution et il fait ça parce qu'il veut replacer son genou par terre. Là, Jones renforce la pression sur les cervicales, bloque, échec et mat. Ça se joue à ça. Est-ce que tu as déjà vu un mec qui joue aux échecs? Tac, tac, tac. Et quand le gars lui met le roi et qui bouffe son pion, il fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Wesh, tu veux que quoi ne marche pas? Il a été bon. Ils ont joué un jeu d'échecs sur lequel, aussi, tu vois, il ne fait que ça, la lutte. Il n'a fait que ça. Ça fait, depuis le début de sa carrière, le pauvre, il ne fait que lutter. Mais vous ne savez pas c'est quoi. Ce mec est un striker, champion de Muay Thai, mais il ne fait que lutter. Il n'en peut plus lutter, grappler. Il ne fait que ça. Pour vous donner un truc, c'est comme si, en gros, tu prenais un mec qui est Pavarotti, grand champion, vocaliste et tout, tu l'amènes et tu lui dis, écoute, on va te mettre là, tu vas kicker avec Caris. Il faut que tu sortes du début, que tu rappes à mort. Comment tu fais ça? Tu arrives, tu vas, tu t'entraînes, tu essaies de dire des trucs, tu essaies de sortir des punchlines. Mais quand tu sors des punchlines, c'est éclaté parce que ce n'est pas encore le niveau, tu te débrouilles bien, tu t'entraînes encore. Mais quand Caris déroule, ah, tu vois qu'il est là, tu es là. Et du coup, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que le pauvre, il s'entraîne, il donne tout, il fait que ça. Là, tu vois, je suis assis avec toi. Il y a des experts en lutte à côté de lui qui sont en train de le coacher. Là, on a fait venir Cyril Marais, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en judo, pour essayer d'imiter ce que son adversaire, le Moldave, fait avec le judo. On ne fait que ça depuis le début de la carrière. Mais au bout d'un moment, de la même manière que le Brésilien qui a perdu par soumission par Cyril Gane et qui a un ceinture noire, on ne peut pas lui dire au Brésilien, wesh, t'es fou ou quoi? Comment ça t'as perdu contre un Français? Ils n'ont pas la culture du jiu-jitsu brésilien, ça s'appelle brésilien le jiu-jitsu, frère. Et le mec qui t'a soumis, il a un jiu-jitsu brésilien. Il t'a soumis à l'UFC et il vient du Muay Thai. Le mec, tu veux quoi? Il se suicide pour ça? Non. Bah, c'est la même chose. Ne poussons pas notre gars au suicide sous prétexte qu'il a raté un combat. C'est un combat, les gars, calmez-vous. Mais tu vois, justement, je comprends ton positionnement et je ne le comprends pas trop. Parce que d'un côté, je capte qu'il n'y ait pas besoin de tout remettre en question. Mais la question, elle est hyper naïve. C'est juste de savoir quel mouvement a fait qu'on est arrivé sur ce chaos-là. C'est comme quand je parle du gars qui joue aux échecs. Il y a forcément un mouvement avant qui a été défaillant, qui a montré qu'après le gars, il a pu avoir une ouverture. Je viens de l'expliquer, je viens de le détailler là. Et c'est pour ça que moi, je comprends, parce que tu me réponds à ma question, mais tu la prends mal dès que je la pose. Alors que je veux juste savoir pourquoi, justement, à ce moment-là, il y a eu ce chaos. Non, je faisais un parallèle à côté. La question, je ne la refuse pas. Je réponds à la question. Elle est bonne, la question. Mais j'ai dit qu'il faudrait que dorénavant, il faudrait un peu que quelques journalistes aient la bienveillance de poser les questions en mode « Qu'est-ce qu'il te faudrait pour atteindre le niveau de John Jones ?» J'ai trouvé ça brillant. Parce qu'on est dans « Je ne te pointe pas du doigt, je ne t'accuse pas. » Je pose le débat en disant « On a fait un saut en longueur. Tu n'as sauté que 7,50 m. Ton adversaire a sauté 8 mètres. Tu penses que qu'est-ce qu'il te faut pour sauter comme lui? Bah oui, là je te sors des principes d'action. Je t'ai dit, on est en train de travailler ça. Il faut un peu plus de métier. John Jones, il baigne dans ce game pendant longtemps sur le sol. La première erreur, c'était de mettre le bras arrière qui nous a mis en difficulté. Du coup, il a pu passer derrière. Ensuite, il y a eu d'autres erreurs. Mais en réalité, voilà. Quand tu poses un truc comme ça, bah voilà, t'es bien. On parle beaucoup des journalistes depuis tout à l'heure. Et toi, tu te sens comment vis-à-vis des critiques du grand public qui te pointent beaucoup toi aussi à côté, on en parle un peu en filigrane depuis le début de l'interview, qui pointent ton personnage, parce qu'en vrai, que tu le veuilles ou non, tu as quand même un personnage. C'est des gens connus comme moins connus, mais tu sais, tout ce qui est ton comportement pendant les entraînements, les good jobs, etc., ces petits gimmicks. Toi, t'es comment vis-à-vis de cela, toi? Oui.
Je suis bien, c'est le jeu à faire. C'est un jeu satirique. C'est comme ça. Tu as connu les guignols de l'info. Voilà. Mitterrand, tu l'as vu tout le temps au guignol. Sarkozy, tu l'as souvent vu au guignol. Voilà. Ils ont un point commun, ils sont des personnalités, ils sont connus. Donc, c'est normal qu'il y ait les guignols de l'info. Nous sommes les guignols. Enfin, j'ai mon personnage dans le guignol des infos. Si je fais un parallèle avec les personnalités que je vois sur le guignol des infos, peut-être que ça veut dire que je joue un petit rôle qui est pertinent au point de pouvoir mettre de la satire dessus. Parmi tes détracteurs, il y a des gens connus comme moins connus. Il y en a un que j'ai envie de cibler. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Non, c'est Cédric Doumbé. En fait, c'est un moment où j'ai envie de te laisser parler parce que j'ai trop entendu de oui-dire, de rumeurs, etc. Et en fait, à vrai dire, hein, honnêtement, si je suis honnête avec toi, je ne sais même pas d'où part votre conflit en fait. Je sais que vous avez commencé à collaborer via la MMA Factory après son départ du Glory, mais je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui on est dans cet acharnement opposé, bon, un peu plus de son côté, entre toi et lui, je vois sur les réseaux. Tu me dis complètement de son côté? Parce que je suis comme toi. Quand tu le verras, pose-lui la question. Je ne sais pas. Non, bah non. Non, là, je la pose à toi. Non, mais je suis sérieux. Très sincèrement, je ne sais pas d'où part. J'ai vu un extrait d'une interview de Ariel Awani qui lui demandait « Lopez et toi, vous êtes bien ?» Et il a rigolé, il a dit « Mais non, on n'est pas bien. » Lopez n'aime pas quand on dit qu'on critique sa méthode d'entraînement ou son style d'entraînement. Et je ne me suis pas... Enfin, je ne savais même pas qu'il avait critiqué ma méthode d'entraînement. J'ai des regrets sur son comportement à l'extérieur du ring et de la cage. Sur je t'ai dit que j'étais très attaché au mot de la loyauté et sur le respect des collaborateurs. Moi, il n'y a aucun moment où j'ai dit que je le détestais ou que je voulais qu'on s'entraîne ensemble, que je ne voulais pas qu'on s'entraîne. Il n'y a jamais rien de ça. Toi, tu es un journaliste, je te laisse faire tes enquêtes. Si tu as envie de savoir si j'ai été son coach, tu peux avoir des vidéos. Tu peux, même sur les combats de boxe comme au Glory, il a combattu au Glory à Lille, tu peux me voir dans son coin. Je peux te montrer des messages insistants de lui qui me demande de venir dans son coin au Glory. Tu as des photos où tu me vois célébrer une signature de contrat avec lui quand il arrive. C'est tout. Et quand tu dis ça, tu parles de... Enfin, c'est important d'aller au bout des choses quand tu mentionnes ce truc de loyauté qu'il a pas respecté et tu parles de trucs hors du ring, tu parles de quoi? Bah, c'est parce que c'est hors du ring que je ne vais pas en parler. C'est simplement que ça n'a rien à voir, c'est de l'ordre de la vie privée. Des trucs, des histoires de couettes et tout ça. Je sais pas, c'est pas intéressant. C'est pas... Quand je te dis poser la question, je suis sincère. Si tu veux poser la question, comment tu sais qu'il ne t'aime pas? Il a dit à qui qu'il ne t'aime pas? Comment tu sais qu'il te déteste? Ou comment? Non. J'ai jamais dit ça à personne. Donc, il n'y a pas juste de conflit. Il y a quelqu'un qui a un jeune qui a envie de baiser et qui sait qu'en tapant sur en parlant de ce nom, ça donne de la popularité, c'est amusant. Et est-ce que tu es satisfait du statut que tu as, d'être autant en lumière pour un homme de l'ombre? Est-ce que je suis satisfait? Parce que tu parlais du revers de la médaille au début de l'interview. Ce n'est pas le but en fait. Satisfait veut dire j'ai fait un truc et puis je suis satisfait. Non. Je sais simplement que les métiers que je fais nécessitent de l'arbitrage.
et l'arbitrage, en général, apportent de la controverse. Je ne peux pas être un béni oui-oui. Si je dis oui à tout, je n'arrive pas là. Tu n'arrives pas là avec des oui. Tu arrives, voilà, tu arrives quelque part parce que tu as su avoir des arbitrages à faire. C'est ce qu'on demande à un chef de projet, des arbitrages. Je suis promoteur sportif, je gère des athlètes, je gère des managers, j'ai des arbitrages à faire. Donc si tu veux avoir mon nom dans plusieurs polémiques ou des controverses, ne me surprend guère. Je suis né dans une famille qui est rassurante. Mes frères, mes sœurs, c'est solide, c'est carré. L'amour, ça ne bouge pas, c'est là, on se connaît. Ma famille, la petite famille, ma vie privée, ma femme, mes enfants, c'est carré, c'est solide, on sait ce qu'on fait. C'est ça la réalité, mes amis, le premier cercle d'amitié. Le reste, eux, s'il y a un problème là-dedans, là, je sais que c'est chaud. Si je voulais aujourd'hui ne plus avoir la moindre polémique ou souci, quoi que ce soit, je débranche la prise. Mais justement, tu as parlé d'un truc intéressant, c'est vraiment cet aspect foyer. Jusqu'au moment où ça ne te montre pas ton foyer, toi, tu es tranquille. Mais en fait, aujourd'hui, tu es assujetti à plein de polémiques différentes, tu vois. Et même, je suis désolé de remettre le sujet sur le tapis, tu vois, mais en vrai, on peut en parler ou pas, c'est selon ton bon vouloir. Mais tu vois, quand il y a un journaliste comme Romain Molina, qui est en pleine émission, t'accuse, tu vois, de violence conjugale, tu vois, d'un coup, tu vois, sans raison, est-ce que ça, c'est pas justement ce genre de polémiques qui peuvent te tourmenter même dans ton... Non, ça ne me tourmente pas puisque ça ne me gêne pas. Sinon, tu imagines le pouvoir qu'auraient les gens sur toi si tout ce qu'ils racontent te tourmentait? Mais t'imagines ce que je t'ai dit que c'est à l'intérieur de la famille que ça peut être perturbé, c'est quand dans ta famille on t'accuse de quelque chose et qu'il y a un problème avec ton frère, avec ton père, avec ta femme et que c'est là c'est perturbant, c'est là, c'est ta vie, c'est la vraie vie, c'est la réalité, c'est pas les réseaux sociaux. Il dit quelque chose, il a besoin d'un peu de lumière, il dit quelque chose, il dit autre chose et toi tu es là en mode oh, comment ils ont pu dire ça, mais tu n'en as pas fini. Parce que c'est une compétence, hein. C'est une compétence avoir plusieurs casquettes. C'est chaud. Hein? Il y a des gens qui ont une seule casquette de coach, ils ne s'en sortent même pas. Hein? C'est chaud. Quand tu as 5 comme ça, il faut que les gars ils s'entraînent et qu'on leur dise la vérité. Moi c'est des questions que je posais à Lénie. Lénie, c'est la PR, la bras droite de Dana White. Je suis ami avec elle et elle me dit John, you just have to learn how to do not give a fuck. Don't give a fuck. Si tu n'as pas cette mentalité-là, tu te suicides. C'est un vrai phénomène. Il y a des sportifs, il y a un documentaire sur France Télévisions, on va chercher les sportifs qui sont persécutés, à qui on souhaite la mort. En mode, tu as perdu une compétition de natation, le gars dit, je souhaite que tu meurs demain, tu es nul. Bah, si tu n'es pas prêt, si je ne veux plus de ça, bah, j'ai juste à débrancher ma prise et je tourne le dos. Moi, je vis 90% de plaisir. J'ai 10% des inconvénients de ça, mais je te promets, c'est le pied. À l'intérieur, ce que je vis, c'est un rêve d'avoir un métier où tu peux t'asseoir et savoir que tu construis des trucs, des carrières sur Arès, que tu fais monter des jeunes, tu les vois venir. Tu vois Baki un an avant, les gens se demandent c'est qui, et un an après, tout le monde le connaît. Et tu dis, oh, on fait un bête de trucs en vrai. En vrai, on est capable de sortir des jeunes, Abdoul, on le monte, voilà, en vrai, on est capable de vraiment agir. Et puis, il y a ceux qui demandent l'heure, ceux qui lisent l'heure et ceux qui fabriquent les montres. On fabrique des montres. Tu as parlé de plusieurs casquettes, tu as parlé de manager, de coach. L'année dernière qu'on n'a pas encore abordé, Arès. Est-ce que tu peux me parler d'Arès? Quand est-ce que tu crées Arès? Pourquoi? Et c'est quoi ton ambition avec cette structure? Arès, quand ça se fait, je suis contacté par Vivendi parce qu'ils ont un projet de relancer la ligue le département Vivendi Sport.
Et donc, du coup, ils ont fait une audit en France pour choisir un entraîneur, ou en tout cas une personne importante qui peut créer une ligue et la développer, une ligue de MMA, puisque d'après les analyses, c'est le sport montant. C'est le deuxième sport le plus regardé en télévision, c'est le premier sport le plus regardé sur le digital. Et donc, du coup, ça crée un engouement et Vivendi Sport décide de créer la ligue. Donc, je suis embauché comme directeur sportif chez Vivendi, avec l'objectif de devenir la première ligue afro-européenne. Donc, développer des talents venus de l'Afrique, développer des talents de l'Europe, faire une plateforme et puis propulser les athlètes vers l'UFC de façon à que l'UFC renvoie la lumière venue et qu'on puisse grandir aussi en tant que ligue et puis devenir une grande ligue peut-être dans quelques années. Voilà un peu ce que c'est qu'Ares. Et pour qu'on réalise bien, que ce soit les gens initiés ou non, ça représente quoi Ares aujourd'hui? Il y a combien de combattants? Comment vous positionnez par rapport aux autres ligues européennes? Juste savoir, histoire qu'on puisse se faire une bonne idée de... Ares aujourd'hui, on a un roster d'à peu près 160 combattants. On est la ligue la plus récurrente en France, on fait 10 événements à l'année en France. On a signé un bon casting avec Canal+ jusqu'en 2027. On a signé avec l'UFC Fight Pass, la plus grosse plateforme des MMA au monde, qui touche à peu près 1,5 milliard de foyers. Voilà, on est à notre 16e événement, mais on se considère en Europe comme les numéro 2 après le KSW. Et on est la ligue qui va plus vers le mouvement olympique. On a des arbitres qui sont connus et reconnus pour avoir de l'équité dans la manière de juger. Marc Godard, le plus grand arbitre emblématique du monde, vient sur Ares et c'est lui qui gère notre équipe d'arbitrage en relation, bien entendu, sous la direction, sous l'égide de la fédération de boxe qui a elle-même à son sein la FMMAF. Ok. Et par rapport même à la thématique, à la problématique de s'exporter forcément pour aller plus haut, est-ce qu'il y a cette volonté aussi qu'un jour les gens ne soient pas complexés vis-à-vis de l'UFC et se disent qu'Ares, ça peut être aussi un aboutissement pour leur carrière perso? Ça va venir, ça demande du temps. Construire une marque, ça demande du temps. Aujourd'hui, l'UFC a fait un boulot de malade au point où on confond UFC et MMA. Ils ont fabriqué 3 lettres UFC qui sont carrément confondues au sport. C'est un délire. L'un des indicateurs qui est très puissant, c'est cette capacité-là qu'on a, que l'UFC vienne demander en disant Fernand, j'ai besoin de 2 noms sur ma prochaine fight card, c'est un peu vide. Vous avez qui de dispo que je peux signer chez vous? Ce n'est même plus eux qui voient un athlète, c'est que je reçois carrément les messages disant est-ce que sur Ares, il y a quelqu'un de dispo là qui est fort pour aller combattre tel jour au Brésil? Voilà le niveau où on est. On est au niveau où on devient l'antichambre, reconnu sportivement, reconnu par les normes d'organisation qu'on a. La manière dont on organise, c'est très normé et ça épouse le haut niveau avec les valeurs qui vont avec de la déontologie, de l'éthique, du fair play, de l'équité. Et le développement en Afrique? Le développement en Afrique, pareil, en chemin, mais c'est très cher pour nous pour le moment. C'est trop cher. Le premier événement à Dakar nous a coûté à peu près 1 100 000. Quand on fait des événements à Paris, on est sur 1,5 million. Donc, bouger coûte cher. Et on est en train de travailler dessus, travailler avec des aides publiques en Afrique, combinées à ce qu'on fait de privé pour arriver à des choses. À défaut de pouvoir aller en Afrique organisée pour le moment, on fait venir les Africains sur Ares. On a beaucoup d'Africains comme le petit Youssouf Binaté de la Côte d'Ivoire qui est sur 4 victoires consécutives, les 4 victoires par KO au premier round. On fait briller ces talents africains chez nous. Est-ce que tu es en ligne de mire Yaoundé ou Douala un jour? Premier objectif, on peut dire ce qu'on veut, mais le 237 c'est ici. Et je reviens à Cyril, même si ça doit se faire step by step, l'objectif étant d'être, j'imagine, à nouveau éligible pour la ceinture mondiale. Absolument. Il n'y a pas de sens de continuer à s'entraîner et de combattre pour Cyril s'il n'y a pas la ceinture au bout. C'est la ceinture qu'on va viser. C'est d'ailleurs Non, c'est ça. C'est exclusivement ça. C'est que
Il est encore jeune, mine de rien, on s'en rend pas compte. C'est important de le dire aussi pour les gens qui ne sont pas initiés, que c'est encore possible et qu'il est arrivé très tôt là où il est. C'est ça, c'est ça. Les gens ne s'en rendent pas compte qu'à 33 ans, chez les poids lourds, tu es un genou. Quand tu es numéro 1 de ta catégorie, parce qu'il est numéro 1 de sa catégorie, derrière le champion John Jones, quand tu es numéro 1 et que tu as 33 ans, tu peux encore combattre 3 fois pour la ceinture. Ok. Donc si je récapitule, aujourd'hui, tu as Ares, MMA Factory, tu fais du coaching et du management. Il y a encore autre chose? Il y a mon école de formation Fight Management College, ça s'appelle FMC. Si vous voulez en savoir plus sur mon Instagram Fernand Lopez ou Lopez Fernand, dans la bio, il y a un lien pour aller plus loin. Donc tu parles de tes autres combattants, mais toi aussi tu es millionnaire en fait. Non. Là c'est une réponse politique. Là. Toi tu veux me ramener encore des problèmes. Laisse-moi tranquille, j'en ai assez de problèmes. Non, ça va, je ne suis pas vénal. Ou alors, mon objectif de devenir riche est un objectif record. Conor McGregor, le sportif le mieux payé au monde, c'est record. Ça, c'est beau à entendre. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas vulgaire. La vulgarité, c'est de dire je suis riche, j'ai des millions ou je veux des millions. C'est vulgaire comme ça de jeter des sommes et de parler d'argent comme ça. Mais en réalité, mon moteur n'est pas le moteur de l'argent. Au moment où j'ai quitté mes fonctions sur les différentes fédérations, j'ai gagné extrêmement bien mal. Pour mon petit niveau à moi, j'étais vraiment bien. Et je décide de laisser tomber ça parce que je rêve d'un projet. Je suis un rêveur. Fernand, on arrive à la fin de cette interview. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé? Non, ça a été assez complet. J'ai trouvé ça très pertinent. J'ai trouvé ça très complet. J'ai vécu ça comme une discussion où il manquait juste un pot, qu'on puisse boire quelque chose pendant que toi et moi on a un argument, et qu'on discute autour de quelque chose. Et donc, non, je pense que c'est assez complet. Et puis, de toute façon, je suis là, je vais nulle part. Toi, vous êtes là dans le coin, un jour ou l'autre. S'il y a de la complémentarité à ajouter, vous me ferez signe, je serai là, il n'y a pas de souci. Donc si tu veux venir nous entraîner aussi Avec plaisir. Ça me fait plaisir plutôt de mettre les gars avec vous. Comme ça peut me faire sortir quelques frustrations. Très bien. Je te remercie. Merci, au revoir.